Presque 7h30, bon réveil si vous nous rejoignez dans LCI Matin ce vendredi 13 juillet. Et on va bien sûr très largement revenir ce matin sur les suites et toutes les réactions après le plan social annoncé chez PSA. Peut-on encore produire français, se demande la presse ce matin. La réaction des salariés de Peugeot Citroën est très attendue au lendemain de l'annonce de 8000 suppressions de postes en France. Comité d'entreprise extraordinaire dans une demi-heure sur tous les sites du groupe dont celui d'Aulnay-sous-Bois. Nous parlerons également de ce nouveau massacre en Syrie, peut-être le plus dramatique depuis le début de la contestation. Alors que les discussions à l'ONU sont toujours au point mort, François Hollande recevait hier soir le président libanais, inquiet pour la situation dans la région. En sport, le PSG sur le point de faire venir l'attaquant de l'AC Milan, Ibrahimovic. Les deux clubs se seraient mis d'accord. Le Brésilien Silva pourrait également atterrir à Paris. Et puis, troisième victoire française sur le Tour de France. Pierre Rolland a conquis hier la 11e étape. La météo, beaucoup de pluie et de vent jusqu'à la nuit prochaine, de l'Atlantique à la Belgique, des averses et quelques petites éclaircies tout de même un peu plus au nord, toujours un franc soleil sur le sud. Les températures, elles sont encore assez fraîches pour la saison, cela va de 12 à 22 degrés ce matin et de 17 à 30 toujours pour le sud cet après-midi. PSA toujours à la une avec les suites de ce séisme social. 8000 suppressions de postes annoncées hier chez Peugeot Citroën. Toute la classe politique a bien sûr réagi et notamment Jean-Marc Ayrault par communiqué. Il demande une concertation sans délai. François Hollande se dit lui extrêmement préoccupé. Une bataille a d'ailleurs commencé. Le nouveau gouvernement qui accuse l'ancien d'avoir masqué la réalité pendant plusieurs années. Jean-François Copé lui pointe du doigt le problème de la compétitivité. On fait le point sur toutes ces réactions politiques avec Thibaut Pézra. C'est un événement tremblement de terre. François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont contentés d'un communiqué. Ils laissent Arnaud Montebourg en première ligne. Le ministre du redressement productif assure disposer de moyens de pression comme les aides publiques et ajoute « Il y a, je crois, un devoir de Peugeot vis-à-vis de la nation France. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que des plans sociaux soient abusifs. Ils doivent être strictement proportionnés aux difficultés de l'entreprise. » Un plan social injustifié selon le ministre. Après le crédit impôt recherche, le chômage partiel et la prime à la casse, tous mis en place par le précédent gouvernement, comment a-t-on pu en arriver là? Un plan de soutien au secteur sera présenté à la fin du mois. PSA ne demande aucune aide particulière. Ce qui est en jeu, ce n'est pas de mettre plus d'argent à l'intérieur de PSA. Ce qui est en jeu ce soir, c'est de remplir nos usines. Ce qui est important, c'est que le gouvernement aide aussi l'ensemble de la filière automobile et pas uniquement PSA, qui en est clairement la locomotive. Un rétablissement de la prime à la casse est d'ores et déjà exclu. Alors, quelle forme d'aide le gouvernement peut-il choisir? Peut-être un début de réponse demain, lors de l'interview présidentielle du 14 juillet. Et nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Mercier, le délégué syndical CGT de PSA. Bonjour monsieur. Bonjour. Question ce matin, vous tenez des comités d'entreprise extraordinaires sur tous les sites. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous appelez les salariés à reprendre le travail ou bien à faire grève dès maintenant? Écoutez, c'est simple, là, je suis dans l'atelier. Les salariés ne veulent pas reprendre le travail. Même les chefs d'équipe n'ont même pas envie de demander aux salariés de travailler. C'est les contremaîtres qui sont arrivés ici en première ligne pour expliquer qu'on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un boulot. Bon voilà, les salariés n'y croient plus de toute façon au discours mensonger des représentants de la direction. Et c'est évident, après 12 mois de mensonges de la part de la direction centrale devant toute l'opinion publique, on ne peut plus faire crédit ni confiance à la direction. Alors vous savez, nous ce qu'on demande, c'est extrêmement simple, c'est le maintien de l'emploi. Et quand j'entends le ministre Montebourg qui dit que le PSE, le plan de licenciement sur Aulnay et Rennes n'est pas bon en l'état, c'est à la fois bien et c'est à la fois pas bien. Bien parce que Varin va être obligé de revoir sa copie, et pas bien, c'est ce terme en l'état. Pour nous, il ne doit pas y avoir de plan de licenciement. Vous comprenez que Peugeot est une entreprise qui se porte extrêmement bien. Monsieur Varin l'a dit hier, elle repose sur un matelas financier de 10 milliards d'euros. Et le problème de Varin, c'est simplement avoir du cash, de la liquidité. Mais il ne veut pas taper dans la caisse de 10 milliards. Ce qu'il veut, c'est licencier les salariés d'Aulnay et licencier les salariés de Rennes. Eh bien, ça, c'est inacceptable. Et juste pour vous donner une information, hier soir à l'usine de Rennes, il y a 200 salariés de PSA qui se sont mis en grève parce qu'ils n'acceptent aussi pas le plan de licenciement. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous, les salariés, parce qu'il faut qu'on fasse cause commune dans toutes les usines Peugeot Citroën. Monsieur Mercier, Arnaud Montebourg doit annoncer un plan d'aide à la filière automobile le 25 juillet prochain. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Est-ce que vous faites confiance à ce nouveau gouvernement?
Écoutez, moi je suis un peu choqué quand un groupe multimilliardaire comme Peugeot vient d'annoncer des plans de licenciement et que le gouvernement est prêt à discuter pour leur donner de nouvelles aides financières. Ça veut dire que c'est avec nos impôts, nous les salariés, qu'on va aider nos patrons à nous licencier. Moi, ça c'est un raisonnement que je ne comprends pas. Et je pense que c'est un véritable scandale national si ça devait avoir lieu. La seule mesure, la seule aide que M. Montebourg peut amener à la filière automobile, eh bien, c'est d'interdire aux patrons de l'automobile de licencier et de supprimer des postes. Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle ce que vous nous avez dit en début d'interview, que vous appelez les salariés à ne pas reprendre le travail ce matin et que personne n'avait vraiment envie de travailler sur place. On a bien compris votre message. En tout cas, le dossier automobile est bien loin d'être le seul qui est présent sur le bureau du gouvernement pour l'instant. Des milliers d'emplois sont également menacés dans d'autres grandes entreprises et notamment chez Doux, le numéro 1 européen de la volaille. Oui, alors que 13 offres de reprise ont été déposées auprès des administrateurs judiciaires, aucune ne concerne le site de Plecadeuc où les salariés justement ont manifesté hier à leur tour. Dans l'actualité également, le nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel voté à l'unanimité hier au Sénat, texte voté en urgence 2 mois après l'abrogation de ce délit par le Conseil constitutionnel. Une décision qui avait provoqué une levée de boucliers dans le monde politique et associatif. Cheval de bataille de Christiane Taubira, vous l'avez vu, ministre de la Justice, et de Najat Vallaud-Belkacem aux droits des femmes. Le texte fera l'objet d'un vote définitif. Il se produira à la fin du mois. Merci. Les proches des 9 alpinistes morts hier dans une avalanche vont se rendre dans la journée à Chamonix où une chapelle ardente a été dressée. Ils étaient suisses, allemands, britanniques et espagnols. Tous ont péri dans une avalanche au Mont Maudit dans le massif du Mont Blanc. C'est le plus grave accident de ces 10 dernières années dans les Alpes françaises. Alexandra Durand revient sur les risques de cette activité. Le Mont Blanc, un sommet qui fait rêver. Chaque été, 20 000 alpinistes tentent de rallier le toit de l'Europe sans être forcément bien préparés. Les promeneurs du dimanche qui viennent et qui se lancent dans une aventure sans même connaître les risques. On compte parfois jusqu'à 500 personnes par jour, une véritable autoroute des neiges. Des bouchons peuvent même se former à certains endroits, obligeant les alpinistes à patienter 15 à 20 minutes sur un versant exposé. Et maintenant, tout doit aller très vite. En 2 jours, ils veulent aller au Mont Blanc, donc... Une prise de risque inconsidérée sans une connaissance accrue de la haute montagne et de ses pièges. C'est quoi l'apprentissage du milieu? C'est les problèmes de météorologie, c'est les problèmes de lecture de la neige, c'est les problèmes d'itinéraire sur un glacier. Et tout ça, ça s'apprend et ça demande de l'expérience. Donc bien évidemment, si on est totalement débutant et qu'on commence par gravir le toit de l'Europe, on peut se retrouver dans des situations difficiles. La voie d'ascension la plus fréquentée est celle du Goûter. En été, son refuge est bondé. Certains n'hésitent pas à camper à quelques mètres de là. Les tentes sont de plus en plus nombreuses, au mépris de toute règle d'interdiction et de sécurité élémentaire. Les accidents dans le massif du Mont Blanc sont peu nombreux, mais avec une augmentation de la fréquentation de 10% en 3 ans, ils font de plus en plus de victimes. En bref, les résultats définitifs du bac 2012 et le taux de réussite est globalement en baisse, 84,5%. C'est plus d'1 point de moins par rapport à l'année dernière. Oui, mais si on regarde dans le détail, c'est surtout le bac pro qui plombe les chiffres en baisse de 5,6 points, alors que le taux de réussite est en hausse de 1,5 point pour le bac général et de 1 point pour le bac technologique. En ce week-end du 14 juillet, vous serez très nombreux sur les routes. La journée est aujourd'hui classée orange au niveau national, même rouge dans l'ouest et en vallée du Rhône. Demain, ce sera rouge partout pour l'ensemble du réseau dans le sens des départs. L'actualité à l'étranger maintenant et d'abord la Syrie. L'opposition veut une résolution contraignante de l'ONU, c'est ce qu'elle déclare ce matin alors qu'un nouveau drame s'est produit dans la ville de Tremsa, dans le centre du pays. Au moins 150 personnes ont été tuées, plus de 200 selon un chef rebelle syrien. Une attaque des forces gouvernementales à l'aide cette fois de chars et d'hélicoptères. C'est peut-être le plus grand massacre depuis le début de la révolution, c'est ce qu'a affirmé le président de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et sur le plan diplomatique, François Hollande recevait hier à l'Elysée le président libanais Michel Sleiman. La Syrie était bien sûr au cœur des discussions. Le président français a promis tout l'appui de la France à son homologue libanais et il a réaffirmé sa détermination à faire partir Bachar el-Assad du pouvoir. Ce que je fais passer, c'est de continuer la pression sur le régime syrien pour qu'il arrive à la solution politique qui est attendue. Mais je mesure ce que ça représente pour le Liban toute cette période, puisqu'il y a de nombreux réfugiés qui viennent au Liban. Nous devons convaincre les Russes que rien ne peut être pire que le chaos. Et qu'en soutenant Bachar el-Assad, le risque, c'est le chaos.
En bref, l'information économique de la nuit, c'est Moody's qui abaisse la note souveraine de l'Italie de 2 crans avec une perspective négative. Avertissement qui intervient alors que le président du Conseil italien, Mario Monti, n'a pas exclu cette semaine d'avoir recours au fonds de secours de la zone euro pour faire face à la flambée de ses taux d'emprunt. On va parler des Anonymous de nouveau sur le devant de la scène. Les pirates informatiques lancent une chasse aux pédophiles présumés. Adresse mail, adresse IP, parfois adresse postale ou même numéro de téléphone, ils ont publié une liste de 500 personnes qui seraient actives sur des sites à caractère pédophile. Xavier de Giacomoni. Hello, citizens of the world. We are anonymous. L'opération est lancée à grand renfort de vidéos sur Internet. Nom de code au pédochat. Les Anonymous publient les données personnelles de 500 pédophiles présumés. Contre-productif et extrêmement dangereux, estiment la plupart des spécialistes. D'abord, les pédophiles convaincus vont disparaître des écrans radars de la police. Ensuite, rien, strictement rien, ne permet d'authentifier ces informations. Qui les publie? Impossible de le savoir. Comment ont-elles été collectées? Au profit ou aux dépens de qui? On a déjà eu le cas il y a quelques années d'une opération internationale de gens qui ont été arrêtés par la police dans le monde entier, sous couvert d'une opération anti-pédophile, et il s'est avéré que la majeure partie d'entre eux s'étaient fait voler leur carte bleue, utilisée par des pédophiles, sauf que ce n'est pas les pédophiles qui ont été arrêtés, c'est les titulaires des cartes bleues. Et il y a eu 35 suicides. En Belgique, un élu local du parti d'extrême droite, Vlaams Belang, figure sur la fameuse liste. Il affirme s'être fait pirater son adresse Internet. Au sein même du mouvement Anonymous, ce type d'action serait très controversé, les risques de manipulation, de désinformation étant beaucoup trop élevés. 7h40, Jean-Marie Bagayoko nous a rejoint. On va bien sûr parler du PSG, on le disait en titre. Le club affole déjà les transferts. Il voudrait faire accueillir, on va dire, 2 joueurs de classe mondiale. Oui, 2 noms qui font déjà rêver tous les supporters parisiens. Thiago Silva, mais surtout Zlatan Ibrahimovic pourrait rejoindre le club de la capitale dans les prochains jours. Un accord aurait été trouvé avec le Milan AC. Alors attention, prudence, rien n'est encore signé. Mais d'après ANSA, une agence de presse italienne, Silvio Berlusconi, le président du Milan AC, aurait confirmé que ces 2 joueurs seraient bien parisiens la saison prochaine. L'attaquant suédois Ibrahimovic devrait s'engager pour 2 ou 3 ans pour un salaire supérieur aux 12 millions d'euros qu'il touche actuellement en Italie. Quant au défenseur Thiago Silva, lui devrait paraffer un contrat de 4 ou 5 ans, salaire minimum estimé à 7 millions d'euros. Le coût total de ce double transfert, lui, est estimé à 65 millions d'euros. Manifestement, dans ce PSG version Qatari, quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas du tout. Et en attendant ces 2 stars, les clubs de Ligue 1 se préparent pour le début du championnat qui intervient le 10 août prochain. C'est la période des transferts, mais aussi celle des matchs de préparation. Alors le PSG a battu un club autrichien sur le score de 9-0 hier. Et de son côté, Lille s'est imposé dans le tout nouveau stade du Havre grâce à un doublé de Benoît Pedretti, 18e minute, coup franc excentré côté gauche qui surprend le gardien havrais. Juste avant la mi-temps, Pedretti, encore lui, va inscrire un doublé sur penalty. Un bon match de préparation pour les Lillois qui s'imposent 2-0. 2-1, pardon. 2-1, exactement, le score final. Allez, on va parler de l'Espagne qui domine toujours la France en football, mais cette fois, c'est les moins de 19 ans. Oui, cette fois, c'est les Français qui ont bien failli faire tomber les Espagnols en demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans. 3 partout après les prolongations. La séance de tir au but tourne à l'avantage des Espagnols. C'est dommage pour la France. En finale, l'Espagne rencontrera la Grèce. Et on va partir sur le Tour de France, 12e étape ce vendredi, 226 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay. Oui, et le Français Pierre Rolland qui a remporté la 11e étape hier, une victoire dans une grande étape alpine comme l'année dernière. C'est le 3e succès tricolore dans ce Tour 2012. Et le cyclisme français en pleine forme à la veille de la fête nationale. On va retrouver notre envoyé spécial sur le Tour, Thierry Coiffier. En s'imposant ici à la Toussuire, Pierre Rolland a confirmé tous les espoirs qu'il avait suscités l'an dernier dans le Tour de France. Il avait terminé meilleur jeune de ce Tour avec une 11e place au général. Il avait également remporté la prestigieuse étape de l'Alpe d'Huez. Il s'impose dans cette 11e étape à la Toussuire en Savoie et confirme ainsi qu'il est bien l'un des grands espoirs du cyclisme tricolore. Le grand perdant de cette 11e étape s'appelle Cadel Evans. Le dernier vainqueur du Tour cède près d'1 minute et demie à Bradley Wiggins, le Britannique, qui conserve son maillot jaune. Au programme aujourd'hui, 226 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay avec notamment 2 cols de première catégorie.
Thierry Coiffi. On va finir avec la nouvelle défaite de Tony Parker et l'équipe de France de basket. Oui, l'Espagne mardi, la Belgique hier, ça fait 2 défaites en 2 jours avec ses lunettes de protection. Regardez, Tony Parker n'a joué que 20 minutes. Il a inscrit 7 points avec quelques maladresses malheureusement, à l'image de l'équipe. Séance de rattrapage ce vendredi à Liévin face à la Biélorussie. Il faudra absolument se rattraper. C'est ça que les lunettes, parce qu'il est toujours blessé à l'œil. Exactement. Tony Parker. Merci Jean-Marie, vous revenez tout à l'heure. Dans un instant, les titres, la météo et puis l'invité politique de Guillaume Roquette, Marie-Noëlle Lindemann, la sénatrice PS de Paris. À tout de suite.